juste revoir rapidement, single leg. Donc je suis placé ici. Bon, j'ai la tête à l'extérieur. Donc il y a plusieurs possibilités en single leg. Je suis là, c'est la base, celle-ci c'est la basique. Le combattant Taylor Lapillus, qui sera très prochainement à Paris pour la première de l'UFC à Paris, a été très dégoûté par le jiu-jitsu brésilien. Tu t'imagines? Il a été dégoûté par le jiu-jitsu brésilien. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulomba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors j'ai décidé de faire du MMA pour la première fois au Maccabi à Nice lors du stage masterclass conduit par Taylor Lapillus. C'était l'occasion pour moi d'aller mettre un peu mes pieds dans le pied-point et de comprendre un peu, d'avoir une idée en tout cas générale sur cet environnement qu'est le MMA. C'est ce que je veux faire, je passe tête à l'intérieur. D'accord? Je vais chercher la hanche, sur la jambe, et je tourne. On commence. Position de base, je suis là, tête à l'intérieur. Mais ici, je garde le contrôle sur la jambe, et je viens là. Ok? Je tourne, et j'accompagne le sol. Double leg. Il y a plusieurs possibilités. Le plaquage de rugby, cette on la connaît tous. Je suis là. Et je pousse. Je suis placé ici. Hop, crochetage. Ou alors, je fais un peu de muscu. Pour cet événement, Joker et Samuel ont réservé un bel accueil aux adhérents et aux extérieurs qui venaient comme moi. On voit ça, deux par deux. C'est parti. Il y avait aussi bien des amateurs que des confirmés, que des débutants. Il y avait toutes sortes de personnes pour cette masterclass. Alors, on a commencé par un échauffement, guidé bien sûr par Taylor Lapillus. Ensuite, il nous a introduit dans l'univers de MMA, avec le MMA bien sûr sa partie lutte, le MMA avec sa partie percussion, percussion poing, percussion pied. Et voilà, je pense que déjà avec ça, il y avait pas mal de choses de découvertes et c'était assez intéressant. Personnellement, ce que j'en tire de ce stage avec Taylor Lapillus, de ce masterclass, c'est trois choses. La première est que le MMA, c'est une discipline très complexe dans le sens où il y a un confluent de trois disciplines au minimum, à savoir la lutte, les pieds-poings et le sol. Moi qui n'ai fait que du sol, j'étais vraiment complètement largué là, parce que tout d'un coup, il fallait prendre en compte la notion de coup de poing, la notion de coup de pied, ce qui changeait complètement les choses par rapport à l'idée du combat. Quand on pense que toutes ces disciplines sont en elles-mêmes très chronophages dans ce sens qu'elles nécessitent énormément de temps pour pouvoir avoir de l'expertise dans ces domaines-là, les voir réunis comme ça, en un espace aussi restreint, présenté, c'est beaucoup d'informations pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, et c'est pas possible d'en avoir une quelconque maîtrise en une seule séance de masterclass, ça c'est clair. De là, pour moi, il en découle le deuxième point qui est qu'une masterclass comme celle-là, nécessairement, est organisée pour des personnes qui ont déjà du bagage, qui sont déjà bien dans le domaine. Et pour les débutants comme nous, c'était vraiment un peu trop, je dirais, comme information à gérer. Le troisième point m'a fait comprendre que vraiment le grappling était un monde dans le monde du combat et que le fait de ne pas être exposé à la menace de coups de pied, de coups de poing, permettait de faire un grappling qui était quelque part un peu loin des arts martiaux dans leur acception à la base, qui est que un art martial te permet de te défendre dans X situations. Et donc, c'était très bien que je m'expose à ça et que je comprenne la dynamique, l'enjeu pour ma recherche personnelle, le besoin,
la nécessité de m'exposer, en tout cas de temps en temps, au moins à l'entraînement, à cet environnement de pied ou de poing. Du coup, tu as commencé par quoi? Par le boxing? Grappling, jiu-jitsu. Après, j'ai arrêté le jiu-jitsu. L'idée, en fait, le truc de grade, de ouais, mais attends, je suis bleu, donc moi je ne compte pas avec les blanches, ou je suis bleu, donc, enfin toi t'es bleu, moi je suis marron, donc on ne compte pas. C'était un peu, en tout cas sur Paris, je vois qu'il y avait un peu une espèce de petite politique où tu vois, il y avait un espèce de déséquilibre par rapport aux ceintures, aux grades, aux machins. Et en fait, on passait plus de temps. C'était la même fois. Ah, ok. Il y a 15 ans, tu peux dire. Ouais. Et on n'allait pas tourner les caméras. Ouais. Et Tu restes de ton côté, machin. En fait, alors ça s'est démocratisé dans ma cabine. C'est on avait moins, on va faire. ma cabine, j'ai joué. Vous avez de la chance, mais globalement, peut-être c'est un petit peu évolué bien sûr avec le temps, mais avant c'était comme ça que ça se passait. Genre, t'arrivais dans la salle, les mecs, surtout quand t'étais un petit peu bon, t'avais des petites aptitudes, on voyait que tu bougeais plutôt bien et tout, personne tournait avec toi. C'est-à-dire que c'était vraiment. Ouais, mais tu vois, t'es bleu, enfin, moi je suis marrant, non, je tourne pas, et j'en passe. Et puis, ouais, mais attends, c'est combien de temps que tu pratiques? 2 ans, 3 ans, non, attends, l'année prochaine, je te donne ta ceinture. En tout cas, c'est comme ça que tu évolues. C'était un peu trop politique à mon goût. En tout cas, dans ce que j'ai connu, ça ne veut pas dire que le jiu-jitsu est comme ça, qu'on soit bien d'accord. Mais dans ce que j'ai connu, moi, c'était comme ça. Donc, du coup, bref, ça m'a saoulé. Et je me suis mis au grappling à 100%, et après, Muay Thai, boxe anglaise, etc. Et puis MMA. Alors, ce que dit Taylor Lapillus, en ce qui me concerne, ne semble pas uniquement valable à Paris. Je pense que c'est valable un peu partout, peut-être chez toi aussi qui regarde cette vidéo. Tu as dû être confronté de temps en temps à cette sorte de ségrégation, à cette sorte de caste, d'une façon ou d'une autre, qui s'exprime sur les tatamis, où il y a un distinguo entre les gradés, les moins gradés, un distinguo entre les compétiteurs et les loisirs. On te montre d'une façon ou d'une autre que tu appartiens à une certaine classe, et quelque part, de façon insidieuse, cette classe-là est en dessous de la classe supérieure du compétiteur, de la ceinture marron, de la ceinture noire, et que toi, en tant que tout petit, tu dois bien rester à ta place. Si bien que, oui, des fois, les gens préfèrent faire du sparring entre gradés, pas les débutants. Après, il y a des arguments selon lesquels les débutants sont trop spasies, sont trop bruts. Comme me le précisait encore mon coach Saef, les débutants sont souvent les personnes contre lesquelles on se blesse parce que, évidemment, elles n'ont pas le contrôle de leur corps, etc., etc. En tout cas, voilà, il y a ce problème de distinguo, de disharmonie sur les tatamis. Lequel sport te sert le plus là? Bah, aujourd'hui, le sport qui me sert le plus, c'est la boxe, clairement. C'est-à-dire que la plupart du temps, je gagne mes combats comme ça. Et mon style aujourd'hui, c'est plus devenu un style de striker au niveau de la lutte. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand tu arrives en compétition et que tu affrontes un mec qui lutte depuis qu'il a 12-13 ans, c'est ce qui se passe pour les Américains, pour les mecs des pays de l'Est et tout. Quoi qu'on en dise, tu ne peux pas rivaliser. C'est-à-dire que, donc, moi, ma logique, ça a été de dire, ok, je ne pourrais pas rivaliser en attaque, mais par contre, en défense, je veux vraiment être solide sur la défense d'homme de sol. Donc, je tombe pas, ou très peu, et surtout se relever rapidement, pour pouvoir ensuite frapper. Parce que globalement, si vous regardez un petit peu le MMA actuel, même s'il y a beaucoup de combattants qui sont complets, mais la plupart ont quand même une dominante. Soit c'est des lutteurs, soit c'est des strikers. Donc du coup, j'ai voulu faire progresser mon striking, et en même temps travailler ma défense de lutte. Au niveau sport business, selon toi, l'avenir c'est quoi? C'est l'UFC qui maque tout le monde ou Bellator va faire sa place, Ares va faire sa place? Je pense que, tu sais, l'UFC c'est une des premières organisations. L'histoire du sport, c'est que, en fait, donc il y a l'UFC qui est né. Après, à l'époque, tu avais une grosse ligue concurrente qui était Pride. L'UFC a racheté le Pride avec tous les fighters. C'est-à-dire que l'UFC existait déjà, mais c'est le Pride qui avait le grand coup.
dans les années 2005, 2006, 2004, Wanderlei Silva, tous les fighters qui ont fait des belles heures de l'UFC, les anciens, ils étaient tous au Pride, tu vois. Donc du coup, l'UFC a racheté le Pride et ensuite est devenu vraiment la puissance. Ils ont acheté le Pride pour tous les gros noms qu'il y avait de MMA et ils ont racheté le WEC, qui était une organisation américaine où il y avait tous les légions, José Aldo, Dominique Cruz, Yuri Jafaver, etc. Comme ça, en gros, ils avaient une organisation qui était complète. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont là depuis longtemps. Ça va être extrêmement difficile pour une organisation de leur passer devant. Ils sont là depuis longtemps, leur business est extrêmement développé. Ils ont été rachetés 4 milliards de dollars. Enfin, c'est la plus financière la plus importante de l'histoire. Ils ont de l'avance sur tout. Sur la gestion de leurs combattants, vraiment surtout sur l'organisation. C'est une vraie force de frappe. Donc, il n'y a pas je ne pense pas que dans les 10 ans à venir, il y ait une organisation qui arrive à vraiment rivaliser avec l'UFC. Et au niveau des combattants, on sait que les Français, vous avez atteint un niveau qui est largement suffisant, voire au-dessus de certains. C'est quoi la barrière à l'entrée? Pourquoi on n'a pas plus de Français à cette heure-ci à l'UFC alors qu'on sait que le niveau est là? Alors ça évolue, ça évolue, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de Français. Après, il y a aussi le problème du fait que quand l'événement peut pas organiser dans ton pays, on va pas se mentir, soit tu es très très fort et très bankable et très marketing, et donc là du coup il y a un intérêt à t'avoir et à promotionner, soit si on ne peut même pas organiser chez toi et rayonner un petit peu sur l'aura que tu vas avoir dans ton pays, ça n'a pas trop de sens. Aujourd'hui, tu te rends compte que l'UFC s'est mené globalement par les Américains, parce qu'il y en a énormément à l'UFC, dans le ranking UFC, et après c'était ceux qui avaient aussi le bon coup, c'était les Anglais, parce que l'UFC est une grosse antenne en Angleterre, qui fait qu'il y avait beaucoup de combattants anglais qui montaient. Mais nous, on a légalisé le sport il y a 2 ans, donc il n'y avait pas d'intérêt à venir en France, et surtout, le niveau, même si on avait quelques combattants qui étaient bons, mais globalement, on n'était pas comme des Américains ou des Anglais, tu vois. Donc là, ça va changer. C'est-à-dire que ça va changer. Il n'y a jamais eu autant de Français à l'UFC qu'actuellement. Donc ça correspond un petit peu avec l'évolution qu'il y a du sport en France. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tu disais que je fais du MMA, la plupart ne savaient même pas ce que c'était. Ou alors on disait, ah, tu fais du UFC. C'était le Congo, tu vois. Donc ça a vraiment évolué, ça va continuer à évoluer et on va avoir de plus en plus de Français. Après, pour avoir des Français qui montent au plus haut, il y a les performances, et puis il y a le côté marketing, et puis la langue. C'est-à-dire que si tu parles bien anglais, tu touches un public plus large, c'est ce qui va t'aider. Si tu regardes des combattants comme José Aldo ou Anderson Silva, c'était des gros stars, mais ils ont eu du mal à vraiment exploser, à devenir mainstream, parce que les mecs, ils parlaient portugais, tu vois. Donc, ouais, il y avait un traducteur et tout, ça tue toute l'interview. Pour être champion, essentiellement personne ne veut. Faut être champion, oui, mais t'as des gars qui sont pas forcément champions, qui ont une grosse visibilité. Non, je parle justement ceux qui ne sont pas américains, ceux qui parlent pas anglais. Ouais. Aujourd'hui, si tu regardes les gars qui ont de la hype à l'UFC, et qui ne sont pas champions, voilà, tu prends Sean O'Malley, après c'est un peu particulier, tu prends des mecs qui sont effectivement comme ça, tu vas voir qu'ils sont très forts sur Instagram. Les réseaux sociaux ont pris une vraie place aujourd'hui faut pas se mentir, c'est un truc qui est regardé aussi, c'est-à-dire qu'une organisation, quand elle va te signer, elle va regarder aussi la fanbase que tu as. Enfin, Tu travailles le marketing, quoi? Tu fais des choses justement pour... Moi, c'est pas mon point fort, pour dire la vérité, tu vois. C'est pas mon point fort, mais tu as besoin de passer par là. Aujourd'hui, ça suffit plus d'être bon, il faut qu'on sache que tu es bon. Des mecs qui ont besoin comme Khabib, il est discret, tu vois, par rapport à Conor. Pourtant, c'est Khabib est devenu ce qu'il est grâce à Conor. C'est-à-dire que la dimension que Khabib prend, c'est Conor qui lui donne. C'est-à-dire que les gros salaires qu'il prend après derrière, c'est Conor. La dimension mainstream qu'il prend, c'est grâce à Conor. Si Khabib ne combat pas Conor, il ne devient pas le qu'il est aujourd'hui. À quel moment de ta carrière, du coup, tu as commencé à te faire accrocher, on a commencé à venir te voir pour te proposer peut-être de basculer sur l'UFC de signer. En fait, est-ce que c'est venu après la ceinture Ares? Est-ce que tu avais déjà des touches avant? Non, on avait déjà des touches. À mon premier combat Ares, on avait déjà des touches. Ils m'ont proposé, l'UFC m'a proposé un fight. En fait, ils m'ont proposé un premier fight en octobre. Moi, je combats en décembre. Je fais mon retour à Paris.
Et en fait, tu vois, c'était quand même une belle opportunité. Je revenais, je prenais un adversaire qui était bien. Si je faisais le main event d'un événement, c'était à Paris chez moi. C'était quand même, il y avait pas mal de trucs où je me disais, faut le vivre, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas sûr que je ferai un UFC Paris en main event, tu vois. Donc, du coup, c'est des trucs quand même qu'il faut vivre et qui font partie de ton histoire, de ta carrière, qui te font évoluer. Donc, quand il me propose un fight à 3 semaines, un mois, je crois, et le fight s'est tombé une semaine après mon combat à Arès. Moi, je dis non. Je dis à mon manager et à mon coach, je dis non, je préfère pas, tu vois. Je préfère combattre à Arès, faire mon fight. Après, tu vois, les lendemains, s'ils veulent, je peux combattre. Mais je préfère me focaliser sur Arès. Donc je savais que ça allait tomber, tu vois. Après, je fais mon deuxième fight. Je sais qu'il y avait l'UFC à Paris qui se profilait. Je me suis dit, bon, voilà, si je deviens champion d'Arès, on a raison que, tu vois, ça signe pas derrière. Ah ouais, c'est énorme, tu vois, sur Paris, c'est Mais c'est un risque. Parce que si j'arrivais dans le combat et que je perds le fight, bon bah l'UFC, tu vois, c'est mort, quoi. Donc, c'était quand même un gros risque. On a un peu... je sais que mon manager, il m'a dit, franchement, moi j'ai serré les fesses parce que, tu vois, si t'arrivais que tu faisais une contre-performance ou que tu prends un coup que t'as pas vu venir, ou, tu vois, c'est un combat, tout est risqué, c'est-à-dire que tu peux perdre contre n'importe qui à partir du moment où il y a un combat, tu vois. Donc, si je perdais le fight, il n'y avait plus de contrat VFC qui fait, quoi. Donc, c'est un risque, on l'a pris et ça a fonctionné. Alors, si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de t'abonner et de partager autour de toi si tu penses qu'elle peut être appréciée par quelqu'un d'autre. Nous avons passé maintenant le cap des 500 abonnés et c'est génial parce qu'il y a le bouton communauté avec les petits posts que je peux poser, mais aussi c'est un espace où tu peux venir suggérer carrément des idées, des sujets, des idées que tu souhaites voir aborder. Et voilà, la communauté grandit au fur et à mesure. Donc, n'hésite pas à en profiter de cet espace, n'hésite pas à aller de temps en temps regarder ce qui s'y passe parce que je compte poser beaucoup d'articles là-dessus. Merci pour les 500 abonnés et cap maintenant vers les 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations physiques au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient. Et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.